Par 2 fois, Maître Bloch l'avait annoncé. L'organisation juive européenne avait porté plainte contre moi. Sans surprise, la machine judiciaire s'est mise en branle. Le 4 juin, Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, a reçu 3 réquisitions judiciaires. Elles concernent 3 articles que j'avais écrits et que l'hebdomadaire avait publiés. Le premier a pour titre « Déportation des Juifs, acquittement pour Pétain et pour la France ». Le deuxième, « Message à Benjamin Netanyahou à propos du mandat d'arrêt international lancé à son encontre ». Le troisième traite de la question juive. Pour l'heure, les 3 procédures sont distinctes. Si elles le restent, ce qui est à prévoir, cela signifiera 3 procès pour Jérôme Bourbon et moi-même, dont 3 condamnations avec des amendes, des dommages et intérêts et de la prison. Nos adversaires veulent nous faire taire. Le 1er juin, le collectif Stoppons Rivarol a publié un nouveau communiqué qui s'achève ainsi. Nous demandons l'ouverture d'une enquête sur l'activité d'éditeur de M. Renoir et que celle-ci lui soit décrétée interdite au plus vite, son stock de livres confisqué, ses vidéos supprimées des plateformes et ses conférences interdites. Parviendront-ils à leur fin ? Pour ma part, je ferai front tout comme je l'ai fait le 28 mai dernier à l'audience. À la barre, ni reniement ni équivoque. J'affirmerai clairement mes convictions et je réfuterai point par point les calomnies des accusateurs. On m'objectera que face au juge rouge, mon discours ne sera pas entendu. J'en conviens, mais je le répète, la vie d'un militant qui s'attaque à des mythes érigés en tabou par les puissants comporte 2 phases. Première phase, dévoiler la vérité. Deuxième phase, subir la répression, car elle donne du crédit au travail accompli. En effet, on ne pourchasse pas le fou qui délire dans son coin, on le méprise. Par conséquent, le fait que des juges soient des adversaires idéologues ne me gêne pas, bien au contraire. En me condamnant, ces magistrats de gauche feront leur travail. Le problème sera la réaction du peuple. Soutiendra-t-il le persécuté ou laissera-t-il le champ libre aux persécuteurs ? Dans son article, Paul-André Delorme évoque cette gauche qui poursuit inexorablement sa route depuis près de 250 ans sans rencontrer aucune résistance sérieuse et, à chaque étape de son avancée, ampute la société de toutes ses valeurs fondatrices et leur substitue les siennes, auxquelles se convertissent ceux-là même censés s'opposer à elles ou qui devraient le faire. Voilà qui confirme ce que je répète depuis des années. Les forces dissolvantes progressent parce qu'elles ne rencontrent aucune résistance sérieuse. Autrement dit, le bacille envahit le corps car ses défenses immunitaires sont déficientes. Et pourquoi sont-elles déficientes ? Parce que le peuple préfère la jouissance égoïste au combat pour la collectivité. On m'opposera que le peuple est manipulé. Je répondrai en citant Jérôme Bourbon qui, dans son dernier éditorial, s'interroge. Peut-on aujourd'hui s'appuyer sur des masses qui gardent certes parfois sur certains sujets quelques réflexes sains, comme par exemple sur la question du grand remplacement, mais qui sont globalement très corrompus, avachis et avilis ? Le fait que les masses conservent des réflexes sains démontre qu'il est impossible de les manipuler totalement. Tôt ou tard, le peuple prend conscience des dysfonctionnements sociaux. Seulement voilà, Jérôme Bourbon poursuit. Si on interrogeait par référendum les peuples occidentaux, pour ne parler que d'eux, sur des sujets fondamentaux pour la santé morale et l'avenir de la nation, comme l'avortement, l'euthanasie, le mariage homosexuel, il y a tout lieu de penser que les résultats seraient catastrophiques et que les solutions conformes à la culture de mort seraient hélas plébiscitées, comme elles l'ont été dans tous les pays qui ont mis aux voix ces questions dites sociétales, y compris en Irlande, autrefois si catholique. La conclusion s'impose. Sur quelques questions comme l'immigration incontrôlée, les peuples ne sont pas dupes de la propagande, d'où les réflexes sains qu'ils conservent. Mais sur plein d'autres sujets, comme l'avortement, l'euthanasie, le mariage gay, etc., ils soutiennent nos gouvernants, car ils les jugent garants des libertés individuelles, leurs sacro-saintes libertés individuelles. Voilà pourquoi depuis des lustres, les électeurs plébiscitent le système. En 1966, Alain Girard, maître de conférence à la Sorbonne, expliqua «
Aucun gouvernement, mais surtout aucun mode de vie régissant les relations entre hommes ne peuvent avoir quelque durée sans l'accord tacite, sinon explicite, de tous ou du plus grand nombre. La vie normale d'une société suppose le consentement de ses membres aux valeurs qui la supportent et la définissent. Il n'est pas besoin que les hommes soient conscients de ces valeurs, car elles s'expriment dans leur conduite. Il n'est pas besoin que l'opinion publique, fondement du pouvoir, se manifeste pour être. Ce qu'elle a de plus profond et d'essentiel, pourrait-on dire sans nul paradoxe, demeure le plus souvent caché. C'est précisément ce que dénonce Jérôme Bourbon dans son dernier éditorial. Il ajoute « On ne le dira jamais assez. La profonde déchristianisation, la totale déspiritualisation des masses qui, quand on y réfléchit, est inouïe après près de 2000 ans de christianisme, empêche toute renaissance nationale, toute profonde et réelle réforme intellectuelle et morale. » On le sait, pour Jérôme Bourbon, Vatican II est responsable, entre autres, de cette déspiritualisation des masses. Mais pourquoi y a-t-il eu Vatican II qualifié de coup d'État dans l'Église ? Dom Mancinella répond en écrivant « Face à l'incroyable et sordide spectacle d'un épiscopat mondial qui en majorité applaudit avec joie à la défaite symbolique de celui qui, dans l'Église, est officiellement chargé de la défense de la foi et de la morale, on ne peut que s'étonner et conclure avec Monseigneur Marcel Lefebvre qu'à un certain moment, Satan a pris possession du concile. De toute évidence, avec la permission de Dieu et comme punition pour une chrétienté endormie dans son propre bien-être et dépourvue d'amour pour la vérité. Là encore, la faute première ne revient pas aux forces dissolvantes, mais aux masses qui s'étaient endormies dans leur bien-être. Les forces dissolvantes sont là pour nous révéler nos travers, pour nous aiguillonner afin de nous maintenir éveillés. Tel est le rôle du tentateur, très bien expliqué dans le livre de Job. Dans mon cas, les associations qui me poursuivent et les juges qui me condamnent accomplissent leur mission de dissolution. Le problème n'est pas de leur côté, mais du côté du peuple. Soutiendra-t-il le révisionnisme que les forces dissolvantes veulent voir disparaître, ou sera-t-il complice de sa disparition ? Je l'ignore et après tout je m'en moque. Pour ma part, j'accomplis ma mission et j'irai jusqu'au bout au mépris de la répression. Ce que mes concitoyens feront de mon œuvre n'est pas de mon ressort. J'agis conformément au commandement de Dieu qui enseigne « Tu as le droit de remplir les devoirs qui t'échoient, mais pas de jouir du fruit de tes actes. Jamais ne crois être la cause des suites de l'action, et à aucun moment ne cherche à fuir ton devoir. Fais ton devoir sans être lié ni par le succès ni par l'échec. » Telle est ma philosophie de vie, d'où ma constance face à la répression. 3 nouveaux procès m'attendent. Peu m'importe, je continuerai.